Bien, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez correctement? Le son est bon? Oui, absolument. Très bien. Bon, eh bien, ravi de vous retrouver donc, pour ce premier webinaire méthodo de la SFPT. On va parler aujourd'hui, vous le savez, des critères de substitution, les surrogates, avec deux intervenants que je remercie par avance d'avoir accepté de jouer le jeu. Donc, on va avoir une première communication du docteur Clara Locher, que certains d'entre vous connaissent. Elle est pharmacologue au CHU à l'Université de Rennes. Et elle nous présentera un peu ce qu'est un surrogate, quelles sont les méthodes qui permettent de valider un surrogate. Et suite à l'intervention de Clara, c'est le professeur Michel Cuchera qui nous fera une présentation. Beaucoup d'entre vous connaissent également Michel, qui est pharmacologue, méthodologiste, le fondateur de metaevidence.org et qui nous donnera des exemples de ce qui est ou ce qui n'est pas acceptable comme surrogate. Voilà, donc deux communications d'environ 20 minutes chacune, qui seront évidemment suivies d'un temps d'échange pendant lequel vous pourrez poser toutes vos questions. Et pour mettre un peu d'ordre dans tout ça, je vous inviterai à utiliser la fonction main levée de Zoom ou le chat. Et bien sûr, vous pouvez également utiliser le chat pendant les présentations. Et j'ai deux internes à mes côtés qui recueilleront toutes les questions si besoin pour être sûr de n'oublier aucun commentaire. Voilà, je vais également vous mettre dans le fil de discussion un petit peu de pub pour le livre blanc, hein, comme ça vous aurez le lien directement pour y accéder, puisque je pense qu'on va reparler de ce livre blanc, notamment du chapitre sur le surrogate. Et donc, je vais laisser la parole à Clara Locher. Merci Clara. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez bien l'écran. Donc effectivement, je vais commencer par finalement faire un petit peu la théorie de la façon dont on peut considérer un critère de substitution comme acceptable. Et Michel montrera plus d'exemples pour voir en pratique finalement comment ça se passe. Donc pour commencer, si on prend la définition de ce qu'est un critère de substitution élaboré par le groupe de travail sur la définition des biomarqueurs, donc il considère qu'un critère d'évaluation considéré comme un critère de substitution, c'est un biomarqueur qui est destiné à remplacer un critère d'évaluation, lui, qui est clinique. Et ce critère de substitution, et c'est le point le plus important, est censé prédire le bénéfice clinique ou au contraire prédire le préjudice ou l'absence de bénéfice ou de préjudice. On s'attend donc à ce que les changements induits par un traitement sur un critère de substitution reflètent les effets sur un critère qui serait cliniquement pertinent, tel que la mortalité par exemple. Alors, pourquoi utiliser les critères de substitution? Ce qui est souvent mis en avant, c'est leurs avantages en termes d'amélioration de la faisabilité et du coût de l'étude, et également le fait que ça accélère le plan de développement. Alors, pourquoi ça permet d'améliorer la faisabilité, le coût et que ça accélère le plan de développement? C'est essentiellement parce qu'on s'attend, lorsqu'on utilise un critère de jugement substitutif, à mettre en évidence un effet du traitement à partir d'un nombre de sujets moins important. Pourquoi? Parce que généralement, la taille de l'effet sur ce critère substitutif est plus importante par rapport à ce qu'on observerait sur un critère clinique. De plus, les critères de jugement substitutif s'obtiennent généralement beaucoup plus précocement qu'un critère clinique. C'est le cas, par exemple, d'une diminution de la tension artérielle dans la prévention de l'hypertension qui s'obtient beaucoup plus rapidement que la mise en évidence de réduction de la morbimortalité en termes de réduction des risques cardiovasculaires. Et donc, le fait que ça a un effet plus rapide sur les critères de substitution va permettre de conclure plus rapidement et, par exemple, et donc forcément de mettre le médicament à disposition plus rapidement sur le marché. Un exemple qui a relativement bien marché en termes de critères de substitution, c'est dans le développement des antiviraux d'action directe pour la prise en charge des patients atteints d'hépatite C virale. Le critère de substitution qui a été utilisé, c'est une réponse virologique soutenue à 24, voire sur les derniers essais à 12 semaines. Donc ça s'est obtenu extrêmement rapidement.
Et si on avait attendu d'avoir des effets sur la réduction de la survenue de carcinome hépatocellulaire ou sur la mortalité, finalement, ces médicaments ne seraient pas encore sur le marché parce qu'il aurait fallu attendre plusieurs années, voire plusieurs décennies. Le problème, parce qu'il n'y a évidemment pas que des avantages, c'est qu'une démonstration d'un effet d'un traitement sur un critère substitutif ne constitue pas une preuve directe d'un effet sur un critère qui, lui, est clinique. De plus, et c'est la confusion qui est généralement faite, une corrélation entre un critère substitutif et un critère clinique, est insuffisant pour démontrer sa capacité à prédire les résultats sur un critère clinique. L'autre inconvénient majeur, c'est donc qu'il y a un risque de conclusion qui est erroné, c'est-à-dire qu'on peut observer un effet sur le critère de substitution, mais pas d'effet, voire un effet délétère sur le critère clinique. Pourquoi ? Parce que dans le chemin causal, qu'on voulait voir initialement, c'est-à-dire le traitement modifie le critère de substitution qui prédit le critère clinique, il y a de nombreuses circonstances qui font que l'intervention thérapeutique affectera le critère clinique d'une manière qui n'est pas suffisamment ou pas en totalité expliquée par le critère de substitution. Ça peut être des effets de la maladie qui vont directement impacter le critère clinique ou d'autres effets physiopathologiques du traitement qui vont, par un autre chemin que le critère de substitution, modifier le critère clinique. En plus de cette absence de preuves sur le critère clinique, l'autre problématique qu'on a avec les critères de substitution, c'est l'absence de quantification de l'effet sur le critère clinique. Et puis, on en reparlera après. Pardon, je me suis trompée de côté. Il est probable qu'en plus, cet effet ne soit malheureusement jamais démontré parce que même s'il est attendu par les autorités compétentes, quand on regarde un petit peu ce qui s'est fait en oncologie sur les essais, les molécules qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché entre 2009 et 2013, ce qu'on peut voir ici, c'est que là, c'est le moment où a été autorisé le traitement dans une indication donnée. Au moment de l'autorisation, on ne disposait pas systématiquement des données sur la survie ou la qualité de vie, qui sont des critères considérés comme cliniquement pertinents. Et ce qu'on peut voir, c'est que lorsqu'il n'y avait pas de données au moment de l'octroi de l'AMM sur des critères cliniques, ces données-là soit n'arrivent jamais, soit arrivent relativement tardivement. Donc, même si on met en évidence un effet sur un critère substitutif, la démonstration sur les critères cliniques peuvent potentiellement ne jamais arriver. Ensuite, le dernier risque de l'utilisation de ces critères, c'est la mésinterprétation par les cliniciens et le patient qui vont considérer, parce qu'il y a un effet, l'essai est considéré comme positif, c'est forcément que le traitement va améliorer de façon significative un critère dit clinique. Donc pour l'ensemble de ces limites, on est en droit d'attendre à ce que les autorités compétentes se prennent en charge la façon dont on va valider et utiliser ces critères de substitution dans les études pivots. Et quand on regarde, malheureusement, elles n'ont pas encore pris le sujet en main, puisque quand on regarde sur le site de la FDA, globalement, ce qu'on voit, c'est que ça va plutôt dans le sens d'une utilisation renforcée de ces critères. Pourquoi ? Parce que toujours dans l'hypothèse que ça va accélérer le développement clinique des médicaments. Il y a quand même une information sur le fait que le niveau de preuve sur le fait que le critère de jugement puisse prédire l'efficacité va dépendre de la façon dont a été validé le critère de jugement de substitution, mais finalement, il ne propose pas de méthode formelle pour valider ce qu'on entend par critère de substitution. Par contre, il propose une liste donc, qui est non exhaustive des critères considérés pour eux comme des critères de substitution. Et là, effectivement, on se rend bien compte que cette liste a de très nombreuses limites,
La première, finalement, c'est qu'elle n'est absolument pas renforcée par des études qui mettraient en évidence la validité de ces critères de substitution. Et puis, quand on voit qu'ils proposent, dans le cadre de la prise en charge d'Alzheimer, que la réduction des plaques amyloïdes soit considérée comme un marqueur de substitution, alors qu'on sait pertinemment que c'est un marqueur qui n'est absolument pas validé, on se rend bien compte que ce n'est pas une liste, finalement, des critères de substitution validés, mais simplement une liste de ceux qui, jusque-là, ils ont utilisé pour octroyer des autorisations de mise sur le marché. Donc, si on s'intéresse finalement à la façon dont on valide les critères de surrogate marker, il faut s'intéresser à la littérature académique. Et c'est dans les fins des années 80 qu'on commence à voir émerger des marqueurs, des éléments pour justifier de l'intérêt des critères de substitution et en tout cas valider l'utilisation de ces critères de substitution. Il y a une première liste qui est qui a été rédigée par Prentice, donc qui contient au total 4 critères, mais je vous ai juste mis les 2 derniers. C'est le fait qu'effectivement, il doit y avoir une forte corrélation entre le critère de substitution et le critère clinique, mais on a vu tout à l'heure que ce n'était pas suffisant pour considérer que le critère de substitution serait prédictif d'un effet sur le critère clinique. Et le dernier critère, mais qui est un critère relativement difficile à mettre en évidence, c'est que la totalité de l'effet du traitement sur le critère clinique doit être mesurée par le critère de substitution. En pratique, clairement, y compris dans une situation idéale, c'est une situation qu'il est relativement difficile de mettre en évidence. Et encore une fois, même si on est dans la situation idéale, c'est-à-dire qu'il y a une vraie relation causale entre le fait que le traitement modifie le critère de substitution qui permet de prédire le critère clinique, on n'est pas à l'abri que d'autres mécanismes physiopathologiques viennent finalement impacter l'évaluation du critère clinique et finalement ne pas avoir du tout d'effet ou au contraire avoir un effet délétère. Ah, alors moi j'ai un problème sur ma diapo. Est-ce que vous avez le même que moi? Oui, effectivement, il y a un problème d'être. Je recommence. Tac, tac, tac. Est-ce que c'est mieux? Donc cette première approche pour essayer de valider les critères de substitution en pratique est difficilement réalisable et au mieux, elle permet d'écarter des critères qui seraient insuffisamment corrélés aux critères cliniques et qui du coup ne permettraient pas d'avoir une validation. La deuxième méthode de référence, c'est une méthode qui a été développée par Marc Buise et pour laquelle il y a eu derrière plusieurs implémentations, qui, elle, va reposer sur l'utilisation consciencieuse de l'ensemble des données dont on dispose, à partir d'abord d'une revue systématique, puis d'une méta-analyse des données obtenues. Donc, cette étape, leur méthode de validation, ils ont proposé de l'implémenter dans un processus de validation qui est contextualisé ici avec le cas des traitements antihypertenseurs. Et donc, on voit ici qu'effectivement, on a une pathologie susceptible d'influencer un critère de substitution. L'exemple qui est pris, c'est l'hypertension artérielle et donc le critère cliniquement attendu, clinique attendue, c'est par exemple la réduction des accidents vasculaires cérébraux. Et donc, la façon dont ils proposent de valider un critère de substitution, c'est d'abord une première étape qui nécessite une revue systématique des preuves permettant de mettre en évidence la relation entre le critère de substitution et le critère clinique. Ensuite, toujours au travers d'une revue systématique, d'utiliser les données des essais cliniques pour voir si le critère de substitution est associé au résultat du critère clinique et surtout est prédictif, puisque c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, c'est non seulement qu'il soit associé, mais surtout qu'il soit prédictif du résultat sur le critère clinique, qui là, en l'occurrence, est la survenue d'accidents vasculaires cérébraux. Et si les 2 premières conditions sont remplies, dans ce cas-là, on peut cette fois essayer de quantifier l'effet estimé sur le critère clinique à partir des résultats observés sur le critère de substitution.
puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir un effet qui soit cliniquement pertinent sur le critère de substitution, mais qui finalement va s'observer dans une quantité moins importante sur le critère clinique et potentiellement avoir un effet nul si l'effet sur le critère clinique s'avérait non statistiquement significatif. Donc, en pratique, comment se passe cette validation? L'idée, c'est d'évaluer la force de l'association entre les deux critères, le critère substitutif et de substitution et le critère clinique. Donc, pour ce faire, il faut réaliser une méta-analyse, une revue systématique de la littérature, de manière à identifier tous les essais dans lesquels ces deux critères ont été évalués dans l'indication donnée. Donc, à partir de ces données-là, on va pouvoir réaliser une méta-analyse, soit sur données agrégées, soit sur les données individuelles, si les données ont été partagées. On va ensuite mesurer l'association à deux niveaux. D'une part, une association au niveau des critères, donc notre critère de substitution et le critère clinique. Et ensuite, on va mesurer une deuxième association si cette première mesure s'avérait statistiquement significative. On va mesurer cette fois une mesure d'association entre les effets du traitement, donc les effets estimés via le critère. Pas vu. Portion à voir avec les diètes. Tu l'as transféré, Jérôme? Est-ce que quelqu'un voit le micro? Non, mais parce que je l'ai même. Ah, voilà. Et donc, dans un deuxième temps, on va mesurer cette fois l'association entre l'effet du traitement sur le critère de substitution et l'effet du traitement sur le critère clinique. Alors, l'avantage d'une manière générale avec les méta-analyses, c'est que c'est quelque chose qui est assez visuel et classiquement, on va représenter les données de cette façon-là. Donc, un premier graphique pour mettre en évidence la mesure d'association entre les deux critères. Et donc, c'est ce qu'on a ici avec en abscisse le critère de substitution candidat, donc qui pour l'instant n'est pas encore validé. Et en ordonnée, le critère qui est considéré comme le critère cliniquement pertinent, là, en sachant qu'on est en oncologie, c'est la survie globale. Et donc après, les résultats de chaque essai sont visualisés par la taille d'effet observée sur chacun de ces deux critères, avec toujours le même principe, c'est-à-dire que la taille du cercle dépend de la quantité d'informations dont on dispose dans l'étude et donc du nombre de patients qui ont été inclus dans ces études-là. Donc là, juste pour vous donner une idée, c'est ce critère de jugement de substitution qui est donc la survie sans métastase à 5 ans dans les cancers de la prostate, la validation de ce critère a été validée à l'aide de résultats obtenus sur 28 essais, ce qui représente pas moins de 28 000 patients. La deuxième étape, cette fois, c'est de mesurer non pas l'association entre les deux critères, mais l'association de l'effet du traitement sur chacun de ces deux critères. Et donc là, même principe, on a en abscisse la mesure de l'effet du traitement sur le critère substitutif de substitution qui est candidat. Et en ordonnée, on retrouve la mesure de l'effet sur la survie globale, qui est le critère cliniquement pertinent. Et donc là, ce qu'on observe, effectivement, c'est qu'on a une corrélation qui est forte et surtout, au-delà de la corrélation qui est forte, on a une capacité de prédire à partir des données de la survie sans métastase, la survie globale de manière extrêmement fiable. Donc après se pose la question, comme tout test, de quelles sont les valeurs pour considérer qu'effectivement la mesure d'association est suffisamment forte pour considérer le critère de jugement de substitution candidat comme un critère validé. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est les règles qui ont été proposées. C'est des règles qui sont relativement fortes dans le sens où il faut mettre en évidence une corrélation d'au moins 0,8 sur le coefficient de corrélation ou de 0,65 pour le coefficient de détermination. Donc l'idée, effectivement, derrière
valeurs seuil qui sont importantes, c'est de s'assurer que les critères de substitution validés vont permettre de garantir la prédiction de l'effet sur un critère cliniquement pertinent. Ensuite, la dernière étape, c'est, comme on en a parlé tout à l'heure, l'effet observé sur le critère de jugement de substitution peut être plus important que celui observé sur le critère cliniquement pertinent. Donc, l'idée, ça va être de déterminer un seuil au-dessus duquel on pourra considérer qu'effectivement, il est très probable que l'effet observé sur le critère de substitution permet de prédire un effet statistiquement significatif sur le critère de jugement cliniquement pertinent. Donc, c'est ce qu'on observe ici. Pour qu'on commence à avoir un effet sur le critère de jugement cliniquement pertinent, il faut que l'effet observé sur le critère de substitution soit d'au moins, que le hazard ratio observé pour le critère de substitution soit inférieur à 0,88. Si l'effet observé est supérieur à 0,88, même s'il s'avérait statistiquement significatif sur le critère de substitution, on ne serait pas en mesure de garantir que l'effet observé permet de prédire un effet sur le critère de jugement clinique. Ah, mais c'est pénible. Donc, voilà un petit peu les différentes étapes et méthodes qui permettent de valider la possibilité qu'un critère de substitution puisse être utilisé pour prédire un effet sur un critère de jugement clinique. Globalement, ce n'est pas des méthodes qui sont statistiquement très compliquées. Par contre, ce sont des méthodes qui vont être chronophages dans la mesure où elles nécessitent de faire une revue systématique de la littérature. Et elles doivent permettre d'éviter la principale problème, mésinterprétation de la relation entre le critère de substitution et le critère clinique, qui est le fait qu'une simple corrélation permette de prédire un effet sur le critère de jugement clinique. Pour autant, et comme on va le voir avec la deuxième partie présentée par le professeur Kuchra, les incitatives pour mettre en évidence et pour valider ces critères de substitution pour l'instant ne sont pas suffisamment importantes et en pratique, ces méthodes, bien que relativement robustes, sont relativement peu appliquées. Voilà pour ce que j'avais à vous dire sur cette première partie. Merci beaucoup, Clara. Tu as parfaitement respecté le timing. Alors, je vois qu'il y a déjà des questions dans le chat, mais on les met de côté pour tout à l'heure. Et je vais laisser la parole à Michel Kuchra donc pour la suite de ce webinaire sur les critères de substitution. Je te laisse la parole, Michel. Merci Mathieu, bonjour à tous. Ravi de vous voir aussi nombreux à cette première édition de ce webinaire du groupe de travail sur la méthodologie. Donc, je vais enchaîner en vous présentant des réflexions à partir d'exemples et puis de méta-épidémiologie, de méta-recherche pour discuter ensemble de l'état de l'utilisation de ces surrogates. Est-ce que l'on est dans une utilisation raisonnable, propice à accélérer un peu l'accès à des nouveaux médicaments? Ou sommes-nous dans une autre situation? C'est un petit peu la question très générique que l'on va poser aux études de méta-recherche à la fin de ce topo. Donc, Clara a mis en place tous les éléments conceptuels et théoriques concernant ces critères de substitution. Et moi, je vais donc prendre la suite pour illustrer, continuer à illustrer ces concepts. Alors, le premier exemple que je vous propose pour alimenter notre réflexion, c'est un exemple très, très courant dès qu'on parle des surrogates. C'est la prévention cardiovasculaire avec les hypocholestérolémiants et c'est l'action de ces hypocholestérolémiants par définition sur le LDL. Depuis des années, il y a la notion un peu implicite que le LDL est un très bon critère de substitution. Les statines impactant fortement le LDL ont toutes conduit dans leurs études cliniques à une réduction
des événements cardiovasculaires et même des mortalités. Et puis, on a aussi, depuis assez longtemps, à l'issue de la méta-analyse sur données individuelles de toutes ces études, on a cette magnifique relation, hein, ce dogme qui a été basé sur cette méta-régression, comme quoi, plus la réduction de LDL est importante, plus on peut avoir un bénéfice clinique sur les événements vasculaires, sur les événements coronariens importants. Et avec cette règle du pouce très connue, une réduction de 1 millimol amène à une réduction du risque d'environ 20%. Donc, partant de tout ce corpus d'éléments, hein, je vous passe les randomisations mendéliennes qui font du LDL la cause des maladies cardiovasculaires. Partant de tout ce corpus, pour beaucoup d'entre nous, le LDL est suffisant pour valider une nouvelle intervention hypocholestérolisante. Et puis, on voit des nouvelles propositions pharmacologiques. Donc, pourquoi aller plus loin? On peut peut-être se satisfaire de ces essais de quelques centaines de patients durant quelques semaines. Alors, le premier contre-exemple à ce dogme a été apporté par l'acide nicotinique, hein, par cet essai HPS2, qui utilise l'acide nicotinique qui était handicapé avant par des petits effets secondaires vasomoteurs. Et donc là, en l'associant au laropipran, on espère solutionner, augmenter la tolérance à ce médicament. Donc, cette étude est faite avec l'acide nicotinique qui a un effet hypocholestérolémiant qui existe, qui est petit, qui n'est pas celui d'une statine, vous voyez, en milligrammes décilitres, moins 12, moins 0,3, moins 0,4 millimol à peu près sur la première année. Et donc, qu'est-ce que ça donne sur les événements cliniques? Et la réponse apportée par cette étude, qui a posteriori s'avère donc indispensable, c'est qu'elle n'arrive pas à mettre en évidence un impact de ce produit hypocholestérolémiant sur le risque des événements cardiovasculaires. Vous voyez, un log rank complètement non significatif et une divergence des courbes qui ne permet même pas d'espérer peut-être qu'on était insuffisamment puissant ou quelque chose de ce type-là. Donc, voilà un peu le risque que l'on court avec des critères de substitution qui ne sont pas finalement des critères de substitution, vu qu'il suffit d'un contre-exemple pour mettre à mal l'idée de la généralisabilité de l'utilisation de ce critère intermédiaire qu'est le LDL pour évaluer tout nouveau traitement en prévention cardiovasculaire basé sur un mécanisme hypocholestérolémique. Alors ensuite, on peut s'interroger, on peut discuter pourquoi cet échec de cette étude, est-ce que c'est lié à la petitesse de l'effet sur le critère intermédiaire LDL? Mais une publication très récente, hein, publiée la semaine dernière, nous donne un autre éclairage, c'est qu'ils font à nouveau la méta-régression de l'effet LDL sur les bénéfices cliniques. Et ce que je ne vous ai pas dit lors de la première diapositive, c'est que la première méta-régression qu'on a vue n'est pas une méta-régression, vu qu'ils ont forcé le passage par l'origine. On partait du principe qu'il y avait une relation et on cherchait à estimer la pente. Ici, ils font un travail beaucoup plus approprié. Regardez les R carrés qu'on obtient pour les différents critères de jugement, soit en modèle multiplicatif, soit en modèle additif. Ces R carrés sont bien en deçà des limites qui permettraient de conclure à la relation de surrogatie de ce critère. Et donc, finalement, on comprend maintenant pourquoi, avec les nouveaux mécanismes hypocholestérolémiens, on continue au niveau réglementaire à exiger des essais sur les critères cliniques pour éviter de retomber dans ce travers-là. Alors, autre réflexion, c'est que les démonstrations de surrogatie peuvent évoluer au cours du temps. Récemment, enfin semi-récemment, on a un papier qui semble montrer que la DFS, la PFS en oncologie, cancer colorectal, pourrait être un surrogate acceptable de l'OS et permettre de faire des études uniquement sur ce critère-là. Donc, c'est validé, vous voyez, avec des études où les traitements comparés étaient principalement le fluorouracil, le coverine, bien entendu, et puis où on avait un petit peu d'ajout irinotécan, oxaliplatine, mais plutôt des études un peu anciennes, concluant à ce que cette PFS est un critère de substitution acceptable.
Et puis quand on vient un peu plus tard, quasiment 10 ans plus tard, 2015, la même équipe en majorité, nouvelles données, eh bien là on perd cette corrélation. On ne peut plus affirmer, on ne peut plus avoir la démonstration que la PFS est un critère de substitution. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça nous ouvre la discussion. Est-ce qu'un critère de substitution qui est peut-être valide pour un mécanisme d'action reste valide pour des futurs mécanismes d'action? C'est l'enjeu du critère de substitution, faciliter l'évaluation des nouvelles molécules. Mais est-ce que ça reste valide compte tenu des voies mécanistiques qui peuvent changer, compte tenu des effets indésirables impactant le critère de jugement clinique qui peuvent changer, etc., etc. Et donc, cet exemple est un bon point de repère. Ceci étant dit, on peut se dire, est-ce qu'il existe des vrais surrogates? Là, je vous ai montré qu'on pouvait douter pour le LDL, mais à côté de cela, est-ce qu'il en existe de vrais? Alors, je reviens un peu sur cette fameuse liste de la FDA, simplement par rapport à ce que Clara nous a montré, apporter un éclairage apporté par la méta-recherche. Sur cette liste où on propose que ce sont des surrogates, eh bien, des équipes ont cherché les études de validation. Est-ce qu'il y avait des études de validation pour les 5 surrogates apparaissant dans cette liste liés au cancer du sein? La réponse pathologique, l'EFS, la DFS, la réponse tumorale, la PFS. Est-ce que ces critères affichés comme étant surrogates dans cette liste ont démontré leur lien de surrogatie? Eh bien, la réponse est que non. Les coefficients de corrélation, quand ils ont été mesurés, sont très faibles, inférieurs aux exigences. Et là, ils ont des exigences qui sont un petit peu plus faibles que celles qu'on trouve classiquement, sauf éventuellement pour la DFS dans le HRE. Donc, on voit bien que cette liste-là ne résiste pas à la confrontation métaépidémiologique et qu'il faut bien la comprendre comme étant un point de vue de la FDA, non pas un état de la science, de la démonstration des surrogates. Alors, au-delà de cette liste, plusieurs travaux ont essayé de voir, de faire la revue systématique de toutes les études ayant cherché à valider des différents surrogates. Ici, quand même limité en oncologie, donc toujours la surrogatie par rapport à la survie. Et les résultats qu'on nous propose, classés par les grands contextes de traitement, néoadjuvant, adjuvant, métastatique ou localement avancé, eh bien, ce que révèle ce travail, c'est qu'en général, les études de validation trouvent des très faibles niveaux de corrélation. Vous voyez, ici, c'est les barres les plus sombres. En métastatique, c'est la majorité, ainsi qu'en néoadjuvant. Les situations où on a un fort degré de corrélation et où on peut peut-être commencer à parler de surrogate, vous voyez, ces situations-là sont assez peu fréquentes. En adjuvant, peut-être 6 situations, 6 aussi en métastatique. Et puis, on a quelques situations intermédiaires, mais qui, par rapport aux travaux qui nous donnent des points de repère, ne peuvent pas être considérés comme apportant la validation que le critère intermédiaire soit un critère de substitution. Donc, la réponse à cette question, de par la méta-recherche, est-ce qu'il existe des surrogates? C'est oui, il y en a quelques-uns, mais ils sont quand même très rares. Et donc, chaque fois qu'on a une étude prétendant avoir utilisé un surrogate, ben, il est quand même assez naturel d'exiger, avant d'accepter le résultat de cette étude, d'exiger qu'on nous présente l'étude de validation de la surrogatie, le coefficient de corrélation en R carré, et de bien s'assurer que l'intervalle de confiance répond aux critères. Alors, est-ce que les surrogates sont utilisés pour l'enregistrement des médicaments? Parce qu'on pourrait dire que c'est peut-être une discussion académique sans retentissement en pratique sur ce qui conduit à utiliser ou à mettre des nouvelles molécules dans la stratégie thérapeutique. Là, beaucoup d'études qui ont documenté ça depuis un certain temps, surtout depuis l'apparition des enregistrements accélérés à la FDA. Une première étude qui s'intéresse à 4 pathologies, la BPCO, le diabète 1 ou 2, le glaucome et l'ostéoporose. Et les résultats sont intéressants parce que dans la BPCO, la majorité des médicaments, 78% pour la BPCO, 100% pour le diabète, 100% pour le glaucome, ont été approuvés uniquement sur la base d'un surrogate. On les imagine, diabète, HbA1c
glaucome, la pression intraoculaire. Et par contre, pour l'ostéoporose, la majorité des molécules, 71%, ont été approuvées sur le critère clinique des fractures. Ce qui est intéressant aussi dans ce travail, c'est qu'on nous dit que le rationnel pour l'utilisation d'un surrogate n'est discuté que dans 11 de ces 43 cas qu'ils ont utilisés. Donc, la plupart du temps, on nous présente le surrogate comme étant établi sans le justifier vraiment. Ici, en oncologie, ce que l'on voit apparaître, c'est qu'il faut se référer à cette ligne bleue ici, c'est que l'usage des surrogates apparaît surtout depuis 2016, qui est le moment où prend son envol les enregistrements accélérés en oncologie aux États-Unis. Et effectivement, pour pouvoir avoir un enregistrement accéléré, la logique, c'est soit de faire une étude moins-disante méthodologique, une monobras, soit d'utiliser un surrogate, comme nous a montré Clara. Cela permet de raccourcir le temps de développement. Ça a été quantifié en oncologie dans un papier récent, je ne vous ai pas donné la référence ici, mais ça raccourcit environ de 11 mois la durée de l'étude par rapport aux critères de surrogate. Alors, bon, c'est utilisé, c'est surrogate, mais avant de se dire est-ce que c'est vraiment un problème, il faut se poser la question, mais finalement, est-ce que ces études qui ont d'abord fait valoir l'intérêt du traitement sur un surrogate, est-ce qu'elles n'avaient pas raison finalement? Parce que, bon, peut-être qu'en moyenne, ces surrogates ne sont pas très fiables, mais dans ces cas d'enregistrement accéléré, peut-être du fait de la taille de l'effet, etc., est-ce que finalement, ça n'a pas été une bonne chose? Et comme vous savez, c'est encore le cas aux États-Unis pour les enregistrements accélérés, il y a la nécessité d'apporter, après la mise sur le marché, la démonstration de l'intérêt clinique de la molécule. Est-ce que finalement, dans ces cas-là, est-ce qu'on n'obtient pas systématiquement l'intérêt clinique de ces molécules et que donc ces arguments un peu théoriques sur les limites des surrogates seraient caduques? Alors là, c'est des études qui se proposent de me revenir 5 ans après l'enregistrement par la FDA pour voir si ces études de confirmation ont été faites et quels ont été leurs résultats. Voilà la situation. Pour les enregistrements accélérés, les enregistrements traditionnels de droit commun, pour reprendre la terminologie, et puis pour toutes les études qui utilisent des surrogates. Ce que l'on voit ici, c'est qu'en foncé, ça va être les dossiers, les molécules qui vont prouver un bénéfice sur la survie après enregistrement. La couleur intermédiaire, c'est après enregistrement, on a eu des études, mais elles n'ont pas démontré un bénéfice sur la survie. Elles ont fait chou blanc. Et ici, c'est que même 5 ans après l'enregistrement, on n'a toujours pas de documentation efficiente du bénéfice sur la survie. Les résultats ne vont absolument pas dans le bon sens, étant donné que les situations où on a une démonstration de l'intérêt clinique de ces nouvelles molécules sur la survie, ces situations sont minoritaires par rapport aux autres cas. Et que l'on a dans beaucoup de cas, vous voyez, aussi bien en traditionnel d'ailleurs qu'en accéléré, on a dans beaucoup de situations l'échec de la démonstration d'un bénéfice de survie dans les études de confirmation. Et le dernier papier que je vais vous présenter, c'est celui-ci qui reprend un peu le même questionnement, mais à partir de rapports faits par la FDA, d'une réactualisation de ce rapport. Ce qui est intéressant, c'est qu'en prenant toute cette information, eh bien, sur 93 dossiers, le bénéfice n'a été confirmé au sens utilisé par ce rapport que dans 62% des cas, 58 de ces 93 dossiers. Mais attention, ce bénéfice a été confirmé sur un critère clinique que dans 20% des cas. Les autres confirmations, c'est sur le même surrogate. Donc là, on tourne en rond. L'étude de confirmation utilise un surrogate et en plus, ça a été le même que celui qui a donné accès au marché en précoce, ou sur un autre surrogate, mais ça reste un surrogate dans 21%. Donc là, c'est un bilan qui est assez inquiétant. On a bien l'impression qu'avec ce processus de surrogate très utilisé au niveau des enregistrements accélérés par la FDA pour les drogues dans le cancer,
eh bien, on arrive à terme à une situation où les molécules sont utilisables, sont dans les stratégies thérapeutiques, et on ne sait toujours pas quel est le réel bénéfice clinique que cela apporte aux patients. Et donc, pour certains, ben, on voit dans cette problématique des surrogates, dans ces surrogates, peut-être le prochain Watergate qu'on pourrait avoir au niveau de l'évaluation des médicaments. Je terminerai là-dessus. Et puis, je vous rappelle que si vous voulez avoir un peu plus d'informations, ben, vous avez le livre blanc. Donc, ce qui a été écrit pour l'instant sur les surrogates, ben, vous le trouvez dans le document sur les nouvelles méthodologies. Et c'est le chapitre 19. Voilà, je vais m'arrêter ici pour laisser la place à la discussion. Merci beaucoup, Michel, pour avoir respecté également le timing. Donc voilà, la discussion est ouverte. J'ai vu que dans le chat, il y avait déjà des questions. Alors peut-être qu'on peut commencer. Il y avait une première question pour Clara. Je ne sais pas si tu as pu la voir, Clara. Oui, j'ai vu, c'est sur la notion des seuils et de la façon dont ils ont été déterminés. Non, globalement, je n'ai pas tellement plus d'infos. Je sais que d'autres revendiquent des seuils encore plus élevés parce qu'ils considèrent que c'est la borne inférieure du coefficient de corrélation qui doit être supérieure à 0,85. Ouais, j'avais la même réflexion. Je voulais te poser la question un peu technique. Est-ce que finalement, ce qui n'est pas intéressant, c'est plutôt cette borne inférieure du coefficient que le coefficient en tant que tel? Si, parce que tout dépend après de la quantité d'informations dont on disposait pour mettre en évidence ce coefficient de corrélation. Donc, effectivement, c'est plus intéressant, mais c'est plus discriminant sur la mise en évidence la confirmation de la validation sur le caractère de substitution du critère évalué. Mais du coup, oui, c'est mieux d'un point de vue méthodologique. Je vois que c'est François Gueffier qui avait posé la question. Je ne sais pas, François, si tu voulais commenter. Non, François n'est peut-être pas de micro. Alors, il y a l'autre François Montastruc qui vient de poser une question. Tu veux prendre la parole, François? Oui, parce que ma question n'est pas très claire. En fait, ma question, c'est qui élabore ces critères, ou comment sont élaborés ces critères de substitution? J'imagine que ça vient d'études fondamentales et finalement, on voit que ces critères de substitution qui sont peut-être issus d'études fondamentales ne donnent pas de résultats. Est-ce qu'il ne faudrait pas renverser la table et partir plutôt de résultats d'essais cliniques validés qui démontrent une efficacité sur la morbimortalité et à partir de ces données d'essais cliniques, élaborer des critères de substitution en vue de futurs essais? Est-ce que vous comprenez la question? Ouais, je vois. Là, pour l'instant, les critères de substitution, ils sont déterminés par un faisceau d'arguments pour des raisons physiopathologiques, pharmacologiques, épidémiologiques qui permettent d'établir un lien entre ce critère de substitution et le critère clinique. On considère qu'il y a ça passe par le même mécanisme physiopathologique et donc une modification sur le critère de substitution va permettre d'expliquer une modification sur le critère clinique. Partir dans l'autre sens, ça voudrait dire il n'empêche qu'il faudrait avoir une idée des critères de substitution potentiels pour pouvoir ne serait-ce que les identifier et les relever en fait. Donc je ne sais pas si ça changerait vraiment la problématique. Je ne sais pas si je suis claire. Non, Si, mais je partage tes réflexions, mais peut-être qu'il faudrait partir de ce qui a été vraiment démontré et de là réfléchir au mécanisme potentiel de l'effet observé et pas un mécanisme potentiel qui prédirait, enfin voilà ce que je veux dire. C'est un peu ce qui est fait actuellement, hein, c'est que ceux qui tentent de valider les surrogates, ils attendent quand même que les études sur critères cliniques aient donné des bons résultats. Voilà, de valider au moins le mécanisme d'action pharmacologique.
Donc, on voit apparaître ces études. Hein, c'est un peu le paradoxe aussi, c'est que pour valider un surrogate, pour éviter d'avoir à faire des études sur critères cliniques, il faut des études sur critères cliniques. Voilà, donc, une fois qu'on a validé le surrogate, on a la réponse sur le critère clinique. Donc, le surrogate, pour la molécule considérée, la classe considérée devient inutile. Et comme l'a dit Clara, l'idée, c'est le mécanisme d'action pharmacologique la plupart du temps. L'idée, c'est que ça, à la rigueur, c'est que ça puisse être utilisé pour des développements d'une même classe thérapeutique ultérieure. Voilà, c'est ça, c'est pour la suite après. Mais après, est-ce qu'on a vraiment des situations où il y a il y a eu des développements sur très long terme qui permettent d'avoir validation sur le critère de substitution avant d'avoir de nouveaux candidats médicaments qui vont bénéficier de l'utilisation de ces critères de substitution? Il y a eu l'exemple, par exemple, de l'ézetimibe, qui a essayé au début, avant de faire son étude de morbimortalité, de prendre la régression que l'on a vue et de dire notre action sur le LDL, ajoutée aux statines, prédit qu'on aura un bénéfice supplémentaire. Pour différentes raisons, ça n'a pas convaincu, vous le savez, et donc on a eu l'étude des ezetimibe qui a duré 9 ans pour démontrer l'impact sur les critères cliniques. Voilà, mais c'était bien l'idée. On peut voir dans HPS aussi, il y avait déjà la notion que la baisse de cholestérol, enfin de LDL, ne disait pas la taille du bénéfice clinique. Ça avait été escamoté parce qu'on prévoyait aussi un petit peu l'arrivée de ces nouvelles générations. Pour les anti-PCSK9, ça a été pareil. Je vois que François, l'autre François s'est connecté. Tu voulais réagir? Il s'est connecté, afficher sa caméra. On ne t'entend pas, François. Si tu veux le temps de régler ce petit problème de son. Il y avait une autre question sur l'accès aux données individuelles, disant qu'il était souvent difficile d'avoir accès aux données individuelles de plusieurs essais. Est-il recevable de créer des regroupements par pays pour estimer l'effet traitement sur le critère de substitution et le critère clinique principal? Sarah, je ne sais pas si… Là, comme ça, Attends. Ça rejoint un peu la question de Sylvie sur l'accès aux données individuelles finalement. Oui. Sylvie, je ne sais pas si tu veux commenter. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de la validation méta-analytique au sens le R2 trial, comme l'appelle le BUIS, mais quid d'une validation à échelle individuelle? C'était peut-être ça la question. Alors, moi, ce n'était pas ma question, mais en fait, on parle… Est-ce que le surrogate, ça existe en fait en théorie, ou est-ce que c'est un critère utopique, complètement fallacieux, ou est-ce que c'est juste qu'on ne se donne pas les moyens en faisant du data sharing sur les données individuelles de les démontrer et de les trouver? C'est sûr qu'avoir accès aux données individuelles permettrait d'avoir un niveau de preuve supérieur sur la validité de ces surrogates. Je ne sais pas. On le dit, mais je ne le sais pas. Non, mais sur la validité ou l'absence de validité. On arrive à démontrer la validité sur ce qu'on a déjà réalisé. Mais ce qui est compliqué, c'est de ce qu'expliquait Michel sur si on change de molécule ou de classe thérapeutique. Est-ce que ce qu'on a démontré est toujours valable? Et peut-être que ça permet de valider après coup que ce qu'on a fait, c'est bien. Je ne suis pas sûre que ça puisse permettre de dire le surrogate va me servir pour les études ultérieures. C'est vrai que c'est ça ma question. Normalement, la validation d'un surrogate s'entend dans une maladie, dans une population donnée, avec un critère, avec un mécanisme d'action donné. Donc, c'est vrai que si on… Alors que, si on se dit les choses actuellement, c'est plutôt la PFS et le critère de jugement et le critère de jugement de substitution de l'OS dans tous les cancers, dans toutes les indications, quel que soit le mécanisme d'action, etc. Il n'y a pas le respect de cette validation qui est vraiment très spécifique. La bonne indication, la bonne population, le bon mécanisme d'action, et qu'elle est censée finalement être utilisée que dans cette situation. Donc effectivement, c'est tellement… on en devient tellement… après, on a du mal à voir comment l'utiliser dans un deuxième temps. Et pour donner juste une information par rapport à la question regroupée par pays, en fait,
ce que Marc Buys suggère quand on n'a pas accès aux données individuelles, c'est d'utiliser la publication existante par des strates, avec des résultats par strate ou par sous-groupe, qui soient le plus découpés possible. Donc, si on a les données par centre ou par pays, c'est très bien. Et en fait, de faire la corrélation avec ces données par strate. Voilà. C'est une façon de gagner en puissance quand on n'a pas accès aux données individuelles. Alors, pour compléter sur ces éléments de données individuelles, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on voit dans la littérature très technique, très stat, se développer des méthodes un peu plus qui vont au-delà de la corrélation, qui se basent souvent sur une sorte de l'analyse de médiation où on essaye de chercher les liens directs, indirects, etc., et qui utilisent les données individuelles. Mais ces méthodes sont purement expérimentales et pour l'instant, il n'y a pas d'exemple d'application au niveau régulation ou justification de l'utilisation d'un surrogate. À Bordeaux, il y a des personnes qui travaillent là-dessus, qui sortent des publications intéressantes à surveiller pour l'avenir. Michel, j'en profite que tu sois là. J'ai une question à te poser. Est-ce qu'à partir du moment où un médicament est mis sur le marché avec une démonstration d'efficacité sur un surrogate, il est illusoire de vouloir démontrer, dans le cadre d'un essai clinique, l'impact sur un critère dur et que la seule solution, c'est la pharmacoépidémiologie? Alors, théoriquement, non, parce que si on regarde les textes nord-américains, théoriquement, après la démonstration sur le surrogate ou une autre démonstration préliminaire, ils ont l'obligation de faire un essai randomisé, pivotal, tout à fait traditionnel. On a vu que les résultats étaient très contrastés et on a vu aussi que souvent on ne disposait pas dans un délai raisonnable de cette étude-là. Donc, ce n'est pas une impossibilité technique, ce n'est pas une impossibilité. Alors, la réalisation de cette étude va poser des problèmes pour les investigateurs, re-randomiser des patients alors qu'ils ont déjà accès aux médicaments, mais ce n'est pas vraiment impossible. En pratique, je te rejoindrai, on n'aura souvent pas ces études-là, et donc on aura quand même peut-être des datas avec l'utilisation. Mais la problématique ici, hormis les limites intrinsèques de l'observationnel à mesurer sans biais et à quantifier sans biais l'apport d'un traitement, la limite, c'est que souvent on a des switches de pratiques qui sont massifs. Si on prend les immunothérapies dans le mélanome, dès qu'elles ont été disponibles, alors là, on n'a pas de souci. Hein, il y a eu des démonstrations pour des molécules sur la survie, hein, des démonstrations spectaculaires. Et ce que l'on voit ensuite, c'est que logiquement, tous les cliniciens se mettent à utiliser cette molécule. Et donc, en post-introduction sur le marché, on n'a plus de patients en contrôle, ou les patients qui n'ont pas l'immunothérapie, ou les associations d'immunothérapie, c'est des patients très, très particuliers qui décemment ne peuvent pas servir de groupe de contrôle. Donc, peut-être qu'on va aussi avoir une difficulté avec l'observationnel à rattraper le coup. Si je veux être un peu taquin, je dirais quand même dans la pandémie qu'on a vue, les vaccins ont montré un effet sur un surrogate, qui est le Covid symptomatique, et la démonstration d'effectivité sur la mortalité, elle est bien pharmaco-épidémiologique. Oui, tout à fait. Mais bon, c'est un cas peut-être un peu particulier et on est sur des… Alors aussi, ce qu'il faut dire pour les vaccins, on était sur des efficacités qui étaient tellement importantes que les biais de l'observationnel, peut-être qu'on n'arrive pas à réduire, ne sont pas impactants. Voilà. Tandis que quand on est sur un hypocholestérolémien avec le LDL, je ne sais pas si on se retrouve dans la même situation. Je crois qu'il y avait une autre question à Grenoble de Charles Coury. Charles, est-ce que tu… Je suis là, pas très loin. Oui, je me demandais ce qui se passait une fois ces médicaments mis sur le marché sur des surrogates à partir de critères de substitution. Quand on démontre qu'il n'y a pas de bénéfice dans l'étude clinique qui est demandée, qu'est-ce qui se passe pour ces médicaments? Elle est bonne la question. Elle est bonne. La réponse partielle est dans le BMJ du début de fin d'année. Souvent, il ne se passe rien. On continue à l'avoir dans la recommandation, on continue à l'utiliser. J'imagine effectivement que c'est implémenté dans les recommandations. Ça sert de groupe contrôle et de traitement de référence dans les essais cliniques
des médicaments qui sont en cours de développement dans la même indication. Donc après, en fait, c'est quasi impossible de les retirer du marché. On a Exactement. On a quand même l'inhibiteur de rénine qui a été déremboursé quand même. Je ne sais plus comment il s'appelle. Justement parce qu'il a été validé sur un... Sur la L'alispirène, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Mais bon, c'est un exemple que j'ai en tête sur effectivement mis sur le marché sur la base d'un critère de substitution. Et alors, il n'est pas retiré en tant que tel. Et il est déremboursé et reclassé au rang de 6e alternative thérapeutique en cas d'échec des 5 premières. J'en profite pour faire un peu de pub, Charles, suite à ta question, parce qu'il y a une table ronde sur les conséquences des accès précoces comme ça au prochain congrès de la SFPT. Donc, on aura l'occasion de largement rediscuter de tout ça. Pardon, Michel, je t'ai coupé. Non, je voulais simplement dire que dans le cancer du rein, par exemple, il y a un produit qui a été accepté avec une monobras sur la réponse. Et puis, quand la phase 3 arrive, échec de la démonstration sur l'OS, et bien cette molécule, vu qu'il y avait des patients traités, a toujours été mis à disposition du corps médical dans cette indication pour cette raison-là. C'était Centric, non? Ça me dit quelque chose. Alors, François, apparemment, tu avais une autre question à laquelle on n'a pas répondu. C'était l'utilisation des surrogates en pratique clinique, c'est ça? C'était une longue question. Alors, attends, je vais la relire puisqu'on ne t'entend toujours pas. Tu disais qu'effectivement, ça se focalise autour du développement clinique du médicament, mais il est intéressant de remarquer que ce modèle de substitution est adopté par la pratique clinique sous la forme de critères de suivi clinique qui sont souvent traduits par les recommandations sous la forme de cibles à atteindre. Donc, il y a des limites. Est-ce que les limites qu'on expose, théoriques et pratiques, sont transposables à la critique de l'utilisation de ces cibles dans la pratique? C'était une longue question, mais j'espère que je n'ai pas trahi ton propos. Michel et Clara, je ne sais pas si l'un d'entre vous... Si je comprends bien, c'est à partir du moment où on considère qu'un surrogate n'est pas un bon critère de substitution dans l'évaluation du bénéfice, il ne doit pas être utilisé dans le suivi du traitement, si je résume. Ça a l'air d'être ça, oui. Oui. Forcément, oui, on peut faire les mêmes remarques puisque du coup, on peut s'attendre, si le critère de substitution n'entraîne pas d'effet sur le critère clinique, en fait, c'est toutes les recommandations, par exemple, dans l'hypertension artérielle où il faudrait que les doses de statine permettent d'avoir un maintien du LDL cholestérol en dessous d'une valeur cible. Et donc, à partir du moment où ce n'est pas un bon critère de substitution, ça met à mal tout ce mode de prescription. C'est ça. Ce que je rajouterais, c'est qu'il faut bien voir que surrogate, c'est une définition que pour l'essai clinique. C'est prédire un résultat d'essai clinique dans son approche, dans sa définition et dans sa méthode. Donc, si on doit utiliser la notion de cible pour le traitement, c'est une autre réflexion. C'est une autre réflexion. C'est un peu les mêmes sous-jacents, mais c'est une autre réflexion. Et ce qu'on voit maintenant de temps en temps, c'est que des cibles, la théorie de la cible, par exemple dans le cholestérol, dans l'AVC, a été étudiée par un essai randomisé qui a validé la cible. Quelle que soit la statine, on comparait un groupe où on demandait de traiter jusqu'à cible avec un groupe où on avait un traitement à dose ou posologie fixe pour démontrer l'intérêt, l'utilité médicale d'aller jusqu'à une cible-là. Donc, c'est un autre champ de validation. Dans l'hypertension artérielle, on a eu aussi la même chose. Mais du coup, le critère de jugement, c'était un critère clinique? Le critère de jugement était clinique, c'était la prévention des AVC. Pour valider la pratique médicale d'ajuster les doses de statine, jusqu'à obtenir le passage du biomarqueur en dessous du seuil voulu. Alors, le professeur Jean-Louis Montastruc a levé la main. On vous écoute, Jean-Louis. Oui, merci à Clara, merci à Michel. Je crois que ce que vous avez dit est extrêmement important
et résume bien ce qu'est pour moi la pharmacologie clinique. C'est-à-dire qu'il faut sensibiliser toujours et encore, et également dans la pratique médicale, les prescripteurs à prescrire sur des critères cliniques validés, alors que je vois que la médecine évolue vers de la pseudo-science, vers des pseudo-dosages, des examens complémentaires à n'en plus finir, qui, bien souvent, comme me l'a appris Michel Cuchera, lorsque j'étais plus jeune, et trop souvent, la quasi-totalité n'ont rien à voir avec l'efficacité. Je crois que c'est une des spécificités de notre discipline de rappeler qu'on soigne des malades et non pas des examens complémentaires ou des dosages. La pharmacologie clinique, la pharmacologie médicale, ce n'est pas de la biochimie, du dosage ou des examens complémentaires inutiles. Pardonnez-moi ce raptus, mais je crois que c'est vrai et c'est un des conclusions que je tire de 45 ans de pratique de pharmacologie clinique en tant que médecin. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. On ne soigne pas le tensiomètre. Non, on ne soigne pas la biologie. Tout ça, hein, c'est pour faire des publications inutiles, pour avoir de l'argent inutile et des PHRC ou faire l'adalimumab, enfin, l'anticorps monoclonal de l'Alzheimer en est un magnifique exemple. Hein. Voilà. Donc, la médecine, c'est la médecine, ce n'est pas des dosages. Je caricature, bien sûr, mais je le crois vraiment. Et j'enseigne ça à mes étudiants. Merci en tout cas à Clara et à Michel. Je vais vous écrire pour ce que vous pouvez imaginer, mais je vais vous écrire Bon, je crois qu'il y en a 2 qui ont gagné un article dans Thérapie, mais on a bien. Si j'avais su. Peut-être qu'un seul article pour 2 ira bien, mais je fais mon métier de la SFPT. Hein. Voilà, Clara et Michel, vous ne pouvez pas dire non. Hein, j'en profite pour une petite parenthèse parce que ça m'a fait rire. L'essai sur le fameux anticorps monoclonal d'Alzheimer a été publié dans une revue où l'éditeur est l'investigateur principal. C'est une de tes autres casquettes, Clara. Là, la conclusion, tu ne peux pas le lire, mais tu peux quand même me dire pour toi, il est final là. Alors, est-ce que quelqu'un avait encore une question? Bah ouais. Alors, franchement, il n'y a pas de conclusion. Il n'y a pas les PSA. Enfin, tu vois, du coup, je ne comprends pas. En fait, résultat. Je pense que là, on est. Le micro de Béranchot, là. Oui. Ah, bah ça y est, il l'a fait. D'accord, j'ai réagi un peu tard. Bon, je vois que l'heure tourne. Donc, on arrive bientôt à la fin de ce webinaire. Peut-être le temps pour une toute dernière question, si besoin. S'il n'y a pas d'autres questions, moi, je voulais quand même juste rajouter un petit mot sur le prochain rendez-vous du groupe Méthodo. Hein. J'espère que vous avez noté la date, le 7 septembre à Lyon pour la traditionnelle rentrée de la Méthodo. Donc, cette fois, ce ne sera pas sous forme de webinaire, ce sera physiquement. Et puis, bien sûr, d'ici là, il y a le congrès de la SFPT où j'espère vous retrouver très nombreux. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Je vous remercie encore et je remercie nos 2 intervenants pour ces échanges très intéressants. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir.